La comptabilité française est régie par le plan comptable général, je commence, dont la version, et je vous envoie ça tout de suite après, consolidée résulte du règlement NC 2014-03 du 5 juin 2014 de l'autorité des normes comptables, modifiée à plusieurs reprises, notamment par la NC 2015-5, 2016-7 et 2022-6. Le Code de commerce, son article 123-12 à 123-28, pose l'obligation d'établir des comptes annuels, bilan, compte de résultat et annexes. Tout mécanisme de détermination du résultat et d'établissement des documents de synthèse repose sur 7 principes fondamentaux comptables, qui sont ceux que vous connaissez allant du 121 au 127, 120.7, pardon. Le 120-1, la régularité. Conformité, donc texte 121, on ne va pas les répéter à chaque fois. Donc, conformité aux règles et aux procédures en vigueur. L'application qu'on peut en pratique, c'est respect du PCG et du code de commerce. Donc, on doit utiliser les bons comptes du PCG et les règles du PCG. On n'a par exemple pas le droit d'utiliser une méthode de comptabilisation qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Sincérité, c'est son article 120-1, application de bonne foi des règles, pas de manipulation des estimations. Donc, vous estimez qu'un client est douteux et pourrait vous payer 30% la créance, et donc vous allez perdre 70% la créance. Selon que vous ayez besoin d'avoir un bénéfice ou une perte, vous allez modifier ce taux. Non, ceci est complètement interdit. Image fidèle, article 121, article 120-1 du PCG et 123-14 du Code de commerce. Objectif sérieux, guide de l'interprétation par tous les tiers, application pratique, dérogation possible si la fidélité l'impose. Et vous verrez ça l'année prochaine. Euh, on peut ne pas respecter l'image fidèle. Vous verrez ça en compta pro. Mais c'est une limite de la compta pro. Continuité d'exploitation, l'article 122 du PCG. L'hypothèse de poursuite d'activité. Base d'évaluation des actifs, valeur d'usage. Et on reprend le bilan l'année suivante. Indépendance d'exercice, ça, c'est le plus connu d'entre tous. C'est celui qu'on a plus vu à la fin d'année. C'est l'article 123 du PCG. Rattachement du produit des charges à leur exercice. Fondement de régularisation, charge constante d'avance, produit constat d'avance, facture à établir, produit à recevoir, avoir non parvenus, je ne les ai pas tous cités, vous les connaissez. Permanence des méthodes, l'article 124, cohérence des traitements d'un exercice à l'autre pour la comparabilité, changement, mention obligatoire en annexe pour une meilleure information. C'est le seul cas où on peut changer de méthode comptable. Encore d'autres, mais bon, pour nous, ça nous suffira. Prudence, article 120-5 du PCG, ne pas transférer sur l'avenir les incertitudes présentes. Dépréciation, provision, asymétrie, gain, perte. Attention, on ne comptabilise pas les gains latents. Coût historique, article 120-6 du PCG, inscription à la valeur d'entrée, sauf réévaluation légale ou libre. Et vous verrez en DSCG, c'est le principe de la juste valeur en IFRS. Non-compensation de l'article 120-7 du PCG, interdiction de compenser actif ou passif, actif et passif, pardon, ou charge et produit, présentation brute au bilan et au compte de résultat. Ici, interdiction de compenser avec un même tiers une dette et une créance. Chacun doit payer ce qu'il doit. Importance relative, ça on l'a vu, article 120-8, toute information significative doit figurer en annexe. Seuil de signification à apprécier, c'est chacun à son seuil qui lui correspond. Ici, je vais simplement rajouter valable également pour les composants. OK. L'autorité des normes comptables a été créée par l'ordonnance du 22 janvier 2009 et l'organisme de normalisation comptable française. Elle publie des règlements homologues par arrêté
homologué, pardon, par arrêté ministériel en qui s'incorpore au PCG. Le règlement ANC 2014-3 constitue le recueil consolidé actuellement en vigueur pour les comptes individuels des entités non financières. Détermination de résultats, cycle comptable annuel, ça il faut le connaître. Le résultat de l'exercice est déterminé par la comparaison entre les produits et les charges de la période. On va rajouter ceci si le montant des produits net des rabais, remises et ristournes accordés est supérieur aux charges, au montant des charges nettes, des RRR, alors l'entreprise réalise un bénéfice, dans le cas contraire, une perte. Il constitue la variation des capitaux propres sur l'exercice hors apport et distribution. La séquence est la suivante. Balance avant inventaire, vérification de l'égalité débit égal crédit après saisie des opérations courantes. Principe de la partie double. Ce process est à connaître pour l'examen. Comptes concernés, tous les comptes de gestion et de bilan. Travaux d'inventaire, ajustement de fin d'exercice pour respecter le principe d'indépendance des exercices, avec tous les comptes 6 et 7 et les postes de bilan concernés pour les régulariser. Alors, essayer de parler, c'est mieux que je lise. Balance après inventaire. Balance intégrant les écritures d'inventaire. Idem pour les comptes de régularisation. Alors, il est possible, ça fait partie de ce qui peut tomber. On peut vous donner une balance et on vous donne une situation au 31 décembre. Et vous, par exemple, les stocks, on vous donne les stocks, on parle de créances douteuses, etc. Vous devez, à la lecture de la balance, savoir si les écritures de N-1 ont été contrepassées ou pas. C'est très simple. Vous allez voir, si on parle de stock, vous allez voir s'il y a des stocks existants. S'il y a des stocks existants, c'est ceux de N-1. Donc, vous devez absolument contrepasser les écritures qui apparaîtront dans la balance. Donc, on peut tendre vers ça, c'est le Graal. Je n'y crois pas trop, j'ai jamais vu un exercice comme tel, mais vous devez savoir le faire aussi. Quatrième étape, établissement des comptes annuels, avec le bilan, le compte de résultat et les annexes, avec le bilan des comptes de classe 1 à 5 et le compte de résultat, la classe 6 et 7. Je corrige une faute d'orthographe. Application de résultats, donc ça, c'est hors programme maintenant pour nous. Répartition du bénéfice ou traitement de la perte. Compte 120, c'est bénéfice, ou 129 s'il y a une perte. Et je vais rajouter, vous devez savoir, sans le faire, lors de l'AGO. Ça, c'est du programme du 10 du DCG. Alors, les travaux d'inventaire, quel est son fondement? Quels sont les différents travaux? Le premier, c'est les amortissements. L'amortissement, ça, c'est des définitions qu'on a vues. Traduit la dépréciation systématique, pardon, et irréversible d'un actif sur sa durée d'utilité. Plan comptable général, article 214-1. Il constitue une charge calculée, non décaissée, donc il n'y a pas de flux financier, qui respecte le principe de prudence en étalant le coût de l'immobilisation sur sa durée de vie économique. L'article 214.1 du PCG dit l'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Le montant amortissable est la valeur brute sous déduction de la valeur résiduelle. Ça, vous le savez, on l'a déjà vu également. Alors,
Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est le premier, le troisième et le quatrième. Le deuxième ne fait plus partie du programme. Bonjour Alexia. Mais vous devez savoir qu'il existe. L'amortissement linéaire, la formule de l'annuité d'une année entière, c'est la base multipliée par un divisé par n, la durée. Caractéristique, annuité constante sur la durée, évidemment, sauf pour rata temporis pour la première et dernière année. C'est le mode de droit commun, toujours exigible, donc à défaut, c'est celui qu'on doit faire absolument. Le dégressif, ce n'est plus du programme pour nous, mais vous devez savoir comment il se constitue. Donc, l'annuité, la formule d'annuité ou la formule d'amortissement, c'est la VNC, multipliée par le taux dégressif. Annuité est décroissante, donc on amortit plus aux premières années, moins après. C'est pour ça que c'est un amortissement fiscal qui nous permet d'avoir plus de charges, donc moins d'impôts. Ça concerne les biens neufs éligibles. C'est dû à des arrêtés fiscaux, biens neufs, et dont la durée est supérieure à 3 ans, ou égale à 3 ans. On va préciser ça en plus. Donc on ne peut pas amortir fiscalement un bien de moins de 3 ans sur l'amortissement dégressif. Les composants, on l'a vu par composants séparés. Immeuble, avion, usine, structure, plus le composant. Obligation si le composant représente plus de 15% de la valeur totale et quand c'est moins, s'ils ont des durées significatives, ça suffit largement. Unité d'œuvre, je vais quand même le préciser, si durées différentes et valeurs significatives, alors également obligatoire. Ah non, sauf cas particulier, sauf pour les PME qui n'ont pas cette obligation. C'est le régime de faveur des PME. Unité d'œuvre, c'est ce qui est le plus juste. Donc, c'est base fois le nombre d'unités d'œuvre réelles de la période, divisé par le nombre d'unités d'œuvre totales. On va rajouter la période quand même. Alors, c'est ce qu'on appelle en fonction de l'usage effectif, machine à production, variable selon ce qui est produit à chaque moment. C'est déjà tombé à l'examen. Quand c'est tombé l'unité d'œuvre à l'examen, qu'on fasse unité d'œuvre ou l'amortissement linéaire, ça tombait au même, parce que c'était un bien qui était amortissable sur 5 ans, et dont la première année, il avait été acquis au 1er juillet, et donc ils avaient fait un petit calcul pour ceux qui ne savaient pas utiliser les unités d'œuvre, que ça marche tout le temps. Donc c'était une gentillesse extrême. À l'examen, on note la démarche et le résultat. Donc ceux qui ont fait la démarche de faire du prorata temporis en linéaire perdaient les points sur la démarche, mais comme ils avaient le bon résultat, parce que c'était le résultat qui revenait au même pour ne bloquer personne, ils avaient la moitié des points à chaque question. Règle du prorata temporis. En linéaire, l'annuité de la première année est calculée au prorata temporis du jour de sa mise en service et non de son acquisition, le jour où l'entreprise en tire un avantage économique. Attention, le passage du dégressif au linéaire s'effectue dès que l'annuité linéaire calculée sur la VNC dépasse l'annuité dégressive. Ça, je vais mettre en italique, pardon. C'est plus de notre programme, mais vous devez simplement le savoir. Dépréciation. La dépréciation constate une perte de valeur non systématique et potentiellement réversible d'un actif. Le PCG sans article 214-14 à 214-17. Elle s'applique aux immobilisations non amortissables, terrain, fonds de commerce, aux actifs amortissables dont la valeur actuelle est inférieure à la VNC, au stock et aux créances. Comment on détermine une valeur actuelle, d'après vous? Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Oui. Pas de réponse, je marque.
La valeur actuelle, attendez, je vais mettre ça à côté, est la valeur la plus importante et la valeur la plus importante entre la valeur d'usage et, euh, et la valeur d'utilité. La valeur actuelle. OK. Alors, actifs concernés, les immobilisations non amortissables, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette, donc je reprends la valeur vénale et la valeur d'usage, on va faire une dépréciation 681 au débit à 291 ou 290, selon que ce soit immocorporel ou incorporel. Pour les immobilisations amortissables, on compare la valeur actuelle à la valeur nette comptable. La valeur actuelle, c'est le maximum entre la valeur vénale et la valeur d'utilité. Et l'écriture comptable, 681 à un compte 29. Le compte 9 pour dire que c'est réversible. Tiers, titre de participation, valeur actuelle inférieure à la valeur d'entrée. Donc, valeur d'usage, la quote-part de l'actif net qui nous reviennent. Donc, 68, 62, le 2 pour rappeler que c'est un élément de l'actif à 296,1. Pour les stocks, valeur de régularisation, de réalisation inférieure au coût. Valeur nette de réalisation pour la valeur estimée. Donc 68, 73 à un compte 300, 397, donc je dirais même un compte 39, selon la nature, le 7 étant trop. Pour les créances clients, risque de non-recouvrement, montant recouvrable probable. Donc au débit 680, 681, 74 à 491 pour le montant de non-recouvrement possible. Provision pour risques et charges. Une provision est comptabilisée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies d'après l'article 321.1 du PCG, et que c'est conforme à l'EAS 37, l'identité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, envers un tiers à la clôture de l'exercice. Il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cette obligation. Le montant de l'obligation peut être évalué de façon fiable. Ici, sans contrepartie au moins équivalente. Normalement, tout ceci doit vous rappeler les éléments qu'on a vus. OK. Je vois pourquoi il me souligne équivalente. OK. Alors, type de provision. Provision pour risque. Un compte 151 au débit, au crédit, pardon, il y a un compte 68,15 pour un litige commercial en cours ou un risque fiscal. Provision pour charge, un compte 151 ou 152 pour un compte 68,15, garantie donnée à des clients, remise en état, etc. d'un site. Le plus probable que vous ayez, vous, à l'examen, c'est soit une provision pour litige, donc ce qui est mis en premier, soit une provision pour, comme on appelle ça, pour perte de change, avec le compte 68,15 et 15,15. Donc celui-ci, c'est le plus probable que vous tombiez. Provision réglementée, normalement, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est notamment pour l'amortissement dérogatoire. Donc un compte 68,725 à un compte 145. Vous voyez, ils ont tous un chiffre 5 pour rappeler à que ce soit des provisions d'un risque qu'on encourt. Provision pour oser prix, provision pour investissement, etc. Quelle est la définition qu'on peut en donner? Distinction entre dépréciation et provision. La dépréciation porte sur un titre, un actif identifié du compte du résultat.
ou du bilan, compte de bilan, pardon, la provision pour risque et charge porte sur un actif incertain, pardon, obligation probable envers un tiers. Cette distinction est fondamentale en DCG. Une dépréciation de créance ne peut pas être comptabilisée en provision pour risque. Régularisation de l'inventaire, j'en ai mis quelques-unes. On a les charges constatées d'avance, charges payées en N, mais concernant N plus 1, payées ou comptabilisées. 486, au débit, il y a un compte charge au crédit qui avait été comptabilisé pour diminuer la charge de l'année. Produit constaté d'avance, produit encaissé en N ou comptabilisé en N, mais concernant N plus 1, tout ou partie. Donc, on va comptabiliser avec le compte 487 qui ira au passif. Donc, on aura un compte 7 au débit et un compte 487 au crédit pour diminuer le montant du produit. Charge à payer, on va donc avoir charge non encore comptabilisée. Donc, on aura une charge, une contrepartie. Essayer de descendre un peu pour que ce soit plus clair. Voilà. Il y en aura en contrepartie un compte 408. Donc, selon la nature, donc ce qu'on voit le plus, il y a aussi, je vais rajouter au débit également la TVA. Si l'opération est soumise à TVA, 44, 55, 8, 6. Et au crédit, le compte 408, généralement 408 100. Produit à recevoir, même principe. Produit de N non encore encaissé ni facturé en N. Donc on aura 418 au débit, un compte 7 au crédit et un compte au crédit également pour la TVA, 44 587. On avait travaillé dessus, hein. Calcul du résultat, on revient un peu sur ce que j'ai dit. Le résultat net de l'exercice est la somme algébrique du résultat d'exploitation, du résultat financier et on a quasiment plus de résultat exceptionnel, diminué de la participation des salariés et de l'impôt sur les bénéfices. Donc, résultat d'exploitation, c'est les charges et les produits liés à l'activité principale de la société. Donc, c'est tous les comptes de 60 à 65 et tous les comptes produits de 70 à 75. Le résultat financier, c'est les charges et les produits liés aux opérations dites financières, c'est les comptes 66 et 776. Les plus connus pour vous, c'est le compte 661, charge d'intérêt, le compte 665, escompte accordé, et le compte 765, escompte obtenu. Charges exceptionnelles, ce sont les opérations hors gestion courante. Normalement, pour nous, ce sont les charges et les produits émanant de l'année N-1, mais comptabilisés en N. Donc, on aura les comptes 67 et 77. Participation des salariés, c'est obligatoire si l'effectif est supérieur ou égal à 50. 691. Impôt sur les bénéfices, IS ou IR selon la forme juridique de la société et les options éventuelles. Euh, on va y revenir après dans les SIG, parce que les SIG, c'était un document de l'annexe, mais c'est ça, oui. 695, IS courant, 697, si c'est un IS différé, si on est sur une consolidation, et 120 pour le résultat ou la perte par différence entre tous les autres comptes, ce que j'avais déjà marqué au-dessus. Les documents de synthèse. Le Code de commerce, je peux continuer, dans son article 123.12 et le PCG 800, l'article 810.1 à 836.1 impose à toutes les entités d'établissement de trois documents de synthèse formant un tout indissociable, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du bilan. Ils doivent être établis dans les formes prescrites par le PCG et déposés au greffe dans les délais légaux à partie. Système de présentation, à l'INPI maintenant. Le PCG distingue trois systèmes.
Je précise une pique quand même. Le PCG distingue trois systèmes. Le système abrégé pour les PME sous un certain seuil, le système de base, qui est le régime normal, et le système développé, qui est optionnel. Le seuil de 2024 pour les systèmes abrégés total du bilan, inférieur à 450 000 euros et chiffre d'affaires inférieur à 900 000, moins de 10 salariés, deux critères sur trois. La grande majorité des sujets DCG portent sur le système de base, évidemment. Le reste n'apporte rien. La structure du bilan, on l'a déjà vu également. Le bilan est une photographie du patrimoine de l'entité à la date de clôture des comptes. Il respecte l'égalité fondamentale, actif égale passif, capitaux propres plus dette. La présentation est obligatoirement en liste PCG ou en tableau, usage pratique fréquent. Donc, l'actif immobilisé, il est composé d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières pour la valeur brute, et les amortissements et les dépréciations. Et donc, de la valeur nette. Il y a les capitaux propres qui sont composés du capital, des primes, des réserves, du report à nouveau, c'est une partie du bénéfice de l'an dernier qu'on n'a pas distribué, du résultat, des subventions, des provisions réglementées. OK. Je vais simplement réduire un peu cette colonne. OK. Celle-ci aussi. OK. Actifs circulants, c'est composé des stocks, des créances clients, des valeurs mobilières de placement, des disponibilités. Dans le passif, on a les provisions pour risque et les charges. On a les provisions pour risque et charges. On a après les dettes, avec les dettes financières, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les dettes diverses. Après, en bas, on a côté actif, on a les comptes de réalisation avec les charges constatées d'avance, les charges à répartir. Côté produit, dans les comptes de régularisation, on a l'effet miroir de ce que je viens de vous dire. Donc, avec les produits constatés d'avance, les écarts de conversion passifs. Et il nous reste à la fin, côté actif, les écarts de conversion actifs avec les pertes latentes sur les créances et les dettes en devises. Le principe de non-compensation de l'article 120-7, il interdit de compenser un actif et un passif, je l'avais déjà dit, même pour des éléments de même nature, exemple avance client et créance client. Chaque poste doit figurer sur son montant brut, exception légale unique, les avances sur commande client, copassif, ne se compensent pas avec les créances client qui est à l'actif. Parce que le fait générateur n'étant pas là, il y a une dette à l'égard de ce fournisseur ou de ce client. Actif, condition d'inscription, article 211-1, un élément est inscrit à l'actif si et seulement si il est identifiable séparément. C'est-à-dire, par exemple, quand j'achète un emballage, si mon emballage est un emballage identifiable, il va à l'actif. S'il n'est pas identifiable, c'est une charge. Il est sous le contrôle de l'entité. Exemple, le crédit bail, le bien que j'ai en crédit bail, il est pas sous le contrôle de l'entreprise, donc je ne peux pas le mettre à l'actif, il doit être mis en charge par des loyers. Il est porteur d'avantages économiques futurs probables. Donc, ce que je vous ai cité, les trois peuvent inventer, les deux que j'ai cités, que ce soit comment ça s'appelle, les emballages, que ce soit le crédit bail, les deux peuvent tirer des avantages économiques futurs, mais comme ils n'ont pas les trois critères, ils ne sont pas inscrits à l'actif. À défaut de l'une de ces conditions, la dépense est comptabilisée en charge. C'est ce que je viens de vous dire. Évaluation des éléments de l'actif, immobilisation acquise, coût d'acquisition, prix plus les frais directement attribuables. Pour la valeur d'arrêté de ces valeurs, c'est la valeur d'entrée moins les amortissements qui va donner lieu à
moins les dépréciations qui va donner lieu à sa valeur nette. Concernant, ok. Concernant les immobilisations produites, coût de production, les matières premières, plus la main-d'œuvre, plus les frais directs de production, indirects de production, en tenant compte, je vais le préciser quand même, en tenant compte du coefficient d'activité. On l'avait déjà vu ça aussi. Oula. Valeur d'arrêté, c'est le même. Coefficient. Je pense qu'il y en a eu en tout. Ok. C'est l'article 213-8. Les stocks, coût d'entrée, PEPS ou CMUP, ou CUMP, c'est pareil, sont la méthode qui a été choisie ou celle qui donne l'image la plus fidèle. Pour la valeur d'entrée, c'est la valeur la plus petite entre le coût d'entrée et la valeur nette de réalisation. Article 213-32 à 213-40 du PCG. Les créances, valeur nominale, valeur probable de non-recouvrement si on doit déprécier, et donc dans ce cas-là, une dépréciation si inférieure à la valeur nominale, article 213-14 du PCG. Valeur mobilière de placement, tout ça on l'a vu. C'est un rappel, c'est le coût d'acquisition hors frais, et pour la valeur à l'arrêté, c'est la valeur la plus faible. Oh, pourquoi j'arrive pas? Peut-être ici, alors. Ok. La valeur plus faible entre le coût d'acquisition et la valeur liquidative, article 213-16, et pour les dettes en devise, contre-valeur au cours du jour, avec constatation d'un écart de conversion actif ou d'un écart de conversion passif. Et dans le cas où on a un écart de conversion actif, perte probable, on doit provisionner le risque encouru en faisant un compte 68-15 à un compte 15-15. Compte de résultat. Alors ça, c'est ce que vous citez tout à l'heure. Présentation par nature, système de base du PCG. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Julien, de mémoire. Le compte de résultat en tableau par nature distingue les charges et les produits d'exploitation financière exceptionnelle. Il permet de dégager des soldes intermédiaires de gestion. Donc la marge commerciale, c'est les ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Donc pour celui-ci, c'est le compte 607 et 6037 entre autres, et 609,7. On mesure la performance de l'activité qui est une activité de négoce. Production d'exercice, c'est la production vendue plus ou moins les stocks, la production stockée plus la production immobilisée. C'est le volume d'activité industrielle qu'on mesure. Après, la valeur ajoutée, c'est la marge commerciale plus la production, moins la consommation en provenance des tiers. Donc, c'est tous les comptes 60 qu'on n'a pas utilisés, les comptes 61 et les comptes 62. En deux mots, cette valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. En deux mots, là, si je fais la somme algébrique de tous les, comment ça s'appelle, de toutes les, de tous les valeurs ajoutées de toutes les sociétés françaises, ça me donne le PIB de la France. Richesse créée par l'entité. Le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée, puis les subventions d'exploitation, moins les impôts, taxes, moins les charges de personnel, ce qui fait la capacité à générer de la trésorerie par l'exploitation.
Résultat d'exploitation, c'est le BE plus les autres produits, plus les autres charges, plus les dotations d'amortissement, moins les reprises et amortissements. Et maintenant, plus, je vais le mettre, les produits de cession des éléments d'actifs, moins la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Vous devez le connaître, mais c'est dans la finance, mais vous devez le connaître pour nous. Quels sont les éléments de l'annexe obligatoire? Ça permet de voir la performance industrielle et commerciale, peu pro que ça tombe. Le résultat courant avant impôt, vous l'avez déjà vu, c'est le résultat d'exploitation moins plus le résultat financier. C'est la performance récurrente de l'entreprise. Résultat exceptionnel, c'est les opérations non récurrentes. Et pour finir, résultat net, c'est résultat courant plus résultat exceptionnel. Moins les participations, moins l'IS, c'est le solde final attribuable aux associés en partie. Mais bon, on va laisser aux associés. OK. L'annexe du bilan. Alors, l'annexe est le troisième document de synthèse obligatoire. Code de commerce, article 123-13 et PCG, article 831-1. Elle complète et commente les informations du bilan et du compte de résultat. Son contenu obéit à un principe directeur. Toute information significative permettant à l'utilisateur d'avoir une image fidèle de la situation financière doit y figurer. Principe d'importance relative, PCG dans son article 120-8. Principe d'image fidèle, on ne va pas le relire, on le connaît. C'est marqué là à défaut. Contenu obligatoire de l'annexe. Système de base, c'est celui que vous devez connaître vous. Le tableau des immobilisations. Le tableau des immobilisations récapitule pour chaque catégorie de l'actif immobilisé les mouvements de l'exercice en valeur brute. Article 833-2 et 3, il est obligatoirement pour le système de base. Donc on a besoin. Il y a une colonne pour la valeur brute, valeur d'entrée à la clôture, contrôle de cohérence, valeur brute de fin de N-1 doit être égale à la valeur brute de début d'exercice. Acquisition, immobilisation acquise ou créée par l'entreprise en N, rapprochement avec le tableau des flux d'investissement que c'est de la finance, les virements de poste à poste, reclassification entre postes, solde nul ou total, entrée égale sortie, les sorties de cession d'actifs avec le compte 657 qui nous fait la valeur de sortie de mon actif, donc sortie, cession, mise au rebut, valeur brute des éléments cédés ou mise au rebut, compte 657. Valeur brute de fin, c'est le début, plus l'acquisition, plus le virement de poste à poste, moins les sorties. Ça doit correspondre à mon actif brut du bilan. Ceci peut tomber à l'examen et vous devez en faire la modification. C'est déjà tombé. Tableau des amortissements et des dépréciations, c'est le même principe. Distinct du tableau des immobilisations, il présente les mouvements des amortissements et des dépréciations sur l'annexe. On a le cumul de N qui correspond, début N, pardon, qui correspond aux amortissements et dépréciations cumulés au 1er janvier de N, donc soit le 31 décembre de l'année précédente. On a les dotations d'exercice. On a comptabilisé dans les comptes 681, 686, très rare, 687. On a la diminution qui est les reprises ou les sorties, reprises et annulations pour les sorties d'actifs ou suite à la reprise d'une dépréciation, pas d'un amortissement. Je rappelle qu'elles sont réversibles. Cumul en fin d'année, c'est au moment du bilan, ça va correspondre à la colonne amortissement et dépréciation. Ça correspond à la valeur brute de fin moins mon cumul d'amortissement de fin. Et c'est égal, pour moi, dans mon calcul, c'est égal au cumul du début d'exercice plus les dotations de l'année
moins les diminutions de l'année. OK. Alors, on va descendre à la page d'après parce que je crois que j'ai complètement coupé maintenant. Après, on a le tableau de suivi des provisions. Donc, pareil, pour toutes les provisions réglementées, on a la provision au début, on a la dotation de l'année, on a les reprises utilisées. Je vous montre, on va voir après c'est quoi reprise utilisée et reprise non utilisée, et la fin de l'année. Donc, si je numérote mes colonnes, je vais faire plus simple pour nous. Ici, c'est 1, non, c'est trop long dans le détail. Ici, c'est 2, ici, c'est 3. L'annexe ne sont pas à connaître, on vous les donnera. S'il faut remplir une annexe à l'examen pour nous en DCG U11, UE, pardon, 9, on vous donnera le détail. Et donc ici, pour la fin, c'est donc 1 plus 2 moins 3 moins 4. OK pour vous? Alors, reprise non utilisée. Une reprise non utilisée ou devenue sans objet se produit lorsque le risque ou la charge qui avait été justifiée ne se réalise pas. Elle est comptabilisée en produit exceptionnel, compte 68 18 15 pour des provisions sur actifs circulants, 78 15 pour les provisions réglementées ou en produit d'exploitation selon la nature initiale. D'accord? Après, on doit faire un tableau. Il existe l'annexe des créances et des dettes. L'état des créances et des dettes doit préciser pour chaque poste du bilan la ventilation par échéance, montant brut, total, dont à moins d'un an, dont à plus d'un an pour les créances, ou à moins d'un an et à plus d'un an et 5 ans. Donc voilà comment on fait. Évidemment, le montant total de à moins d'un an et à plus d'un an correspond au total de ce que vous aviez au départ, ou à moins d'un an, entre 1,5 et plus de 5, ça correspond. Pour ceux qui ont vu, qui ont fait de la compta pro, vous en avez vu ceci en compta pro lorsqu'on était au niveau de, comment dirais-je, au niveau du crédit bail. On a vu cette notion au niveau du crédit bail, lorsqu'on a vu l'annexe du bilan du crédit bail, où il fallait faire apparaître le montant du loyer de départ, enfin, la valeur de la nature du bien, le montant du loyer qui ont été, enfin, le montant de l'amortissement qu'on aurait dû pratiquer, le cumul d'amortissement qu'on aurait dû pratiquer depuis le début, le montant du loyer qui ont été versés cette année, le cumul des loyers qui ont été versés depuis le début, ce qui reste à verser à moins d'un an, ce qui reste à verser entre un an et 5 ans, ce qui reste à verser à plus de 5 ans de loyer, et l'option éventuellement d'achat. Quelle est la valeur de l'option d'achat? OK pour vous? OK. Autres informations obligatoires en annexe, les règles et les méthodes comptables. Lorsqu'on a plusieurs façons de comptabiliser, vous êtes obligé d'indiquer quelle est la méthode que vous avez choisie. Donc, méthode d'amortissement, méthode de valorisation des stocks, méthode d'évaluation retenue. Tout changement de méthode doit être signalé et chiffré. Ça, c'est pour, pas pour nous, mais bon, je l'ai quand même indiqué pour que vous le sachiez, pardon. Alors ça, c'est l'article 833.2 du PCG. Engagement hors bilan, c'est la compta pro, mais vous devez savoir que ça existe. C'est le PCG, article 833-14. Caution, aval, nantissement, crédit bail, valeur d'origine, cumul d'amortissement, amortissement de l'année, cumul d'amortissement théorique, redevance future
à un an, à moins d'un an, etc. Bah, si tout ça prend trop de place. Engagement de retraite non provisionné. OK. Engagement, événement postérieur à la clôture. Est-ce que je peux remonter un peu la tête? OK. Article 833-15, événement survenu entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, modifiant l'image fidèle. Pareil, soit marqué en annexe. Information sur les effectifs. Code de commerce, article 100 200, D 123-200. Effectif moyen de l'exercice ventilé par catégorie. Quand je parle effectif moyen, c'est au prorata temporis de présence des salariés. Ça nous permet de savoir dans quel seuil on est pour l'établissement des comptes annuels, entre autres. La rémunération des dirigeants est obligatoire. Rémunération globale des membres des organes d'administration, si susceptible de porter atteinte à l'image fidèle, ainsi que la rémunération des 10 salariés les mieux payés. État des titres de participation, article 833-9 du PCG, le capital, les capitaux propres, le chiffre d'affaires, le résultat du dernier exercice connu de chaque filiale est obligatoire également. Crédit bail, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Le crédit bail dans l'annexe, le crédit bail ou un leasing est une opération de financement par laquelle, j'ai bientôt fini cette partie-là, on va pouvoir passer à l'autre partie, par laquelle le crédit preneur utilise un bien sans en être propriétaire juridiquement. En comptabilité française, compte individuel PCG, le crédit bail n'est pas comptabilisé à l'actif. Contrairement aux normes IFRS, IAS 16 et IFRS 16, les redevances sont des charges d'exploitation. Compte 612, l'information est reportée obligatoirement dans l'annexe. Valeur d'origine du bien, prix d'acquisition initialement convenu. Contrat de crédit bail. Amortissement théorique cumulé, comme si l'entreprise comme si le bien avait été acquis et amorti en linéaire, ainsi que l'amortissement de l'année. On va faire ça comme ça. Hop, on va pas. Ça suit. OK. Alors, valeur nette des comptables théoriques, c'est la valeur d'origine moins l'amortissement cumulé théorique. C'est fait pour un calcul interne. Redevance versée dans les comptes 612, dans le grand livre. Redevance versée et cumul versé depuis le début. Redevance restant à verser en distinguant à moins d'un an entre 1 et 5 à plus de 5 ans, ce qui correspond, ce qui doit correspondre à l'engagement donné, ce qui doit correspondre, ce qui doit correspondre à l'engagement reçu. OK.
Redevance, ok. Prix d'achat résiduel, option d'achat, valeur résiduelle prévue au contrat et source, le crédit bail. Ok, bravo pour toute cette partie-là. Alors, je vais remonter sur la partie 5. Alors, ce qui est à mémoriser, les points incontournables, articulation, bilan, compte de résultat et annexe. Les trois documents de synthèse forment un système cohérent dont chaque élément se vérifie par rapport aux autres. Le respect de cette cohérence est évalué dans, pas dans tous, dans certains sujets peut-être, pas dans tous, dans tous les sujets DCE depuis 2008. Bilan. Je pense pas que ce sont dans tous, c'est quasiment tous. Total actif égale total passif. Vérification pratique, égalité fondamentale à respecter pour chaque écriture. Principe de la partie double. Bilan, compte de résultat, capitaux propres, enfin N égale capitaux propres de N-1 plus le résultat de l'année moins les dividendes plus ou moins les autres. Le résultat du compte de résultat doit être identique au résultat du bilan. Si, virgule, le résultat, le résultat est toujours fait partie des capitaux propres, pardon, fait partie des capitaux propres. En plus, en cas de gain, et en moins, en cas de perte. Pour information, il n'y a que deux comptes dans un compte de résultat qui peuvent présenter un solde négatif. Il existe seulement deux comptes. Je dis au compte de résultat, mais c'est bilan, seulement deux comptes au bilan. Et ils sont plus particulièrement au passif, qui peuvent présenter. Attendez, je mets mon ordi à charger. Qui peuvent présenter un solde négatif. C'est le résultat, on l'a déjà vu, et le report à nouveau issu de l'affectation résultat et notamment, et donc, des pertes antérieures. OK pour moi sur ce point-là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est largement suffisant. Alors, bilan et annexe. Valeur brute du bilan égale total des tableaux, des immobilisations, amortissement au bilan égale total des tableaux d'amortissement. Les retours croisés obligatoirement pour justifier les soldes. Compte de résultat annexe, dotation au tableau, des provisions, prix de cession de l'actif, prix de cession actif cédé. Rapprochement systématique entre les augmentations des amortissements
dans le compte de résultat et l'annexe du bilan. Pour finir, annexe d'engagement hors bilan. Ça, c'est la redevance de crédit bail restant à payer, cohérence avec l'échéancier contractuel, ce calcul sur la durée restant.